Notre première actualité nous emmène à Osaka, où 3 collégiens sont impliqués dans la mort d'une personne, d'un adulte, tombé du toit d'un immeuble pendant une activité assez particulière. C'est un homme et une femme, enfin un garçon et une fille de 14 et 15 ans qui ont été arrêtés, qui étaient soupçonnés de vol qualifié. Ils étaient avec une 3e personne en train de visiter un appartement, du moins d'essayer de visiter un appartement. Une 3e personne et un adulte devaient se joindre à eux, et on apprend que pendant l'interrogatoire, suite au drame, que la personne qui est tombée du toit essayait d'échapper à une tentative d'extorsion de fonds. 3 lycéens ont été impliqués dans la mort d'un étudiant tombé du toit d'un immeuble alors qu'il tentait de cambrioler un autre commerce à Osaka le mois dernier. Source de la police métropolitaine de Osaka. Ils ont déclaré qu'une jeune fille de 14 ans et qu'un jeune homme de 15 ans, collégien et lycéen, ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés de vol qualifié et tentatives d'extorsion avec violence ayant entraîné la mort après que 2 hommes ont attiré la victime de 22 ans dans le bâtiment le 12 février. Voilà. Ils étaient donc en train de cambrioler un appartement, donc 3 étudiants, enfin 2 collégiens, un lycéen et une 3e personne un peu plus âgée, de 22 ans, qui aurait refusé visiblement de partager avec eux, qui aurait menacé de les dénoncer à la police et ensuite de les faire chanter. Il y avait déjà eu des arriérés entre eux par rapport à d'autres tentatives de cambriolage, voire d'autres cambriolages, et alors que ce jeune homme de 22 ans qui pensait trouver son salut dans le fait d'appeler la police pour signaler cette tentative de cambriolage dans cet appartement, appelait la police, ils sont partis et le garçon a essayé de s'enfuir en sautant. Alors vous voyez les images d'illustration. Ils étaient dans l'appartement qui est ici, le garçon s'est mis au bout du balcon qui est ici et a tenté de sauter sur cette terrasse ici. Bien entendu, ça n'arrive que dans les films et il a chuté, il est tombé de plusieurs étages et il est décédé, bien entendu. Il était victime d'extorsion par ces 3 garçons et cette fille, ces 2 garçons et cette fille depuis des mois. Il devait venir avec eux pour effectuer ce cambriolage afin de rembourser une dette supposée, parce que pour l'instant la police n'a rien trouvé. Et il se retrouve, maintenant ces 3 jeunes personnes se retrouvent mises en examen pour homicide volontaire, puisque là il y a eu vraiment une volonté de le pousser dans le vide. Il y en a un des 3, on ne sait pas encore lequel c'est, mais qui est ouvertement dans une phase de confession auprès de la police pour essayer de négocier un allègement de peine, et qui a dit que au moins 2 des 3 gamins qui étaient dans l'appartement, au moment où il avait voulu sauter, elle avait vraiment poussé, ce qui fait qu'il était tombé à pic. Bon, il n'avait de toute façon aucune chance d'atterrir sur le toit de l'autre côté, et même s'il avait pu toucher un morceau de la rambarde ici, il serait certainement décédé, parce que ça fait quand même quelques mètres. Voilà. Donc, on assiste encore une fois là à une nouvelle sorte de délinquance juvénile, hein, parce que quand on a des mises en examen de 14 et 15 ans pour les deux plus jeunes, on assiste à une forme de raquette. D'abord, c'était des jeunes gens qui raquettaient leurs copains à l'école, et puis qui ont découvert que sur les réseaux sociaux, on pouvait tout aussi bien raqueter les gens, et que une fois arrivé dans le vrai monde, on avait cette espèce d'aura de caïd, parce que on s'était fait respecter sur Internet en menaçant de révéler des choses intimes, parce que c'est visiblement ce qui s'était passé, et tout ça, ça fait trembler les gens, et je le sais, je connais cette chose-là, pour être entre grands guillemets personne publique, c'est souvent qu'on vous contacte pour vous dire que pour essayer de vous faire chanter. Parfois ça peut marcher, même quand ça devient très bizarre. Et là, en l'occurrence, ça a coûté la vie d'un jeune étudiant qui essayait de s'en sortir, de se sortir de tout ça. Voilà. Je vous tiendrai au courant si jamais quelque chose se passe, mais enfin, a priori, étant donné leur jeune âge, ils ne seront pas mis en examen, au moins pour les 2, l'autre à 18 ans. Donc lui, il va être mis en examen, mais pour les 2, je pense qu'ils vont être confiés à un service de protection de l'enfance, et aussi un service spécialisé pour les mineurs. En tout cas, si quelque chose arrive, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Affaire suivante.
La nouvelle suivante nous amène à Kanazawa, où je vais vous parler des suites du terrible séisme qu'il y a eu pour le jour de l'an, et qui avait donné lieu à nombre de rumeurs sur des ioles, des volontaires, sur des pillages, sur beaucoup de choses commises par des hommes, sur des femmes de là-bas et d'autres choses encore que j'ai vu passer sur des sites de fake news, sur X notamment et sur Facebook aussi. Sachez que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a aucune preuve de cela et encore moins d'affaires puisque aucun journal ni média ne le relate, si ce n'est 2-3 médias très complotistes, des Français japonais. En tout cas, rien de cela ne s'est passé. Pour vous dire à quel point ça ne peut pas se passer, puisque nous venons d'apprendre justement qu'un jeune étudiant de 21 ans a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, avec un sursis de 3 ans, pour avoir volé 6 mandarines, des mikan, vous savez, les mandarines japonaises, dans une maison partiellement endommagée par le tremblement de terre du 1er janvier à Wajima, dans la préfecture d'Ishikawa. Voilà. Donc, le tribunal de district de Kanazawa a rendu mercredi la sentence. Alors, c'est un jeune garçon qui s'appelle Matsuoka Fumiaki, qui a 21 ans, qui est étudiant dans la préfecture d'Aichi, et qui s'était porté volontaire pour aller secourir les rescapés donc du tremblement de terre, et qui a été vu par un agent de police en train de pénétrer dans une maison à moitié écroulée pour y prendre une boîte dans laquelle il y avait 6 mandarines d'une valeur de 3000 yens quand même, hein, ça fait quand même presque 20 balles. Hein. Il a donc été condamné pour ça parce que les tribunaux et la police ont dit dès le début qu'il n'y aurait aucune pitié pour les pillards. La police patrouille d'ailleurs, il y a même eu des caméras installées, je vous en avais parlé il y a de cela quelques semaines. Un réseau de caméras a été installé en plus du réseau déjà existant, mais comme il y en avait qui avaient été détruites, mais ils en ont mis d'autres. Et donc le tribunal, les tribunaux et le ministère a dit qu'il n'y aurait aucune pitié pour les voleurs, quel que soit le montant du butin. Le fait de rentrer dans une maison pour y prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, donc du pillage, parce que même 6 mandarines à 20 balles, c'est du pillage, eh bien serait immédiatement puni d'une sanction pénale. Et là, effectivement, il a quand même pris 18 mois de prison avec sursis, certes, mais enfin inscrit au casier, et 3 ans de mise à l'épreuve. C'était la maison d'un sexagénaire, un veuf d'une 60aine d'années qui avait été évacué après le séisme. Voilà. C'est un voisin, j'ai dit une bêtise, qui a appelé la police en voyant ce jeune homme qui est rentré. Alors après, Matsuoka a expliqué qu'il avait quand même... Il avait quand même aidé des gens à sortir de chez eux, qu'il en avait aidé à se faire évacuer, etc. Mais qui n'avait pas eu à manger, que c'est vrai qu'au début il n'y avait pas de ravitaillement pour les volontaires, que c'était les gens des maisons sinistrées qui les faisaient manger, et que là il avait été pris d'une fringale et d'une envie de boire, et que du coup il s'était dit il n'y a plus personne, je prends les mandarines, mais c'est quand même considéré comme du vol. Donc il a été condamné, l'affaire est réglée bien sûr, mais voilà, je voulais vous parler de cette histoire-là, parce que même si elle est très anecdotique, hein, c'est un voleur d'orange qui a volé l'orange du marchand, elle me semble être assez révélatrice de ce qui se passe vraiment sur place, c'est-à-dire l'action de la police, de la justice, etc., face à une situation catastrophique, et les réactions totalement dingues des sites complotistes, dont certains sont relayés par des sites d'information au Japon qui parlent de l'actualité du Japon, etc. J'ai vu que certains sites féministes aussi leur relayaient ces fausses informations qui sont souvent auto-alimentées parce que le blog en question cite un compte X qui lui-même appartient aux mêmes personnes que le blog en question, qui eux-mêmes citent le compte et lycée de Versailles pour s'auto-référencer et s'entre-référencer. Et j'ai lu que malheureusement des sites qui luttent pour une bonne cause prenaient des exemples qui n'existent pas. Et je pense qu'il y a suffisamment d'affaires de viol ou d'agression S dans tous les pays du monde, et même au Japon, pour ne pas en inventer, parce que là, du coup, une fois de plus, on perd en crédibilité, et c'est le grand problème de ce genre de nouvelles. Alors, vérifiez les sources, faites attention, regardez, recoupez, etc. Et surtout, n'ayez pas peur de parler des news quand elles arrivent, et quand elles n'arrivent pas, n'en parlez pas. Je pense qu'on va voir ce qui se passe pour la suite, mais pour l'instant, ça m'a l'air sous contrôle. News suivante.
La news suivante nous amène à Nagano, malheureusement dans la préfecture de Nagano, et je vais encore vous parler d'un des drames. Je vous en ai déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois de ces suicides collectifs familiaux. Cette fois-ci, c'est la police d'Azuminos, donc c'est un petit village, j'allais dire une petite ville, non, c'est un petit village de la préfecture de Nagano, qui a retrouvé le corps d'un homme avec ses 4 enfants, un garçon et 3 filles, dans sa voiture. C'est un voisin qui a signalé que la voiture, le break familial, était garé pas très loin de la maison familiale, juste à côté. Et que l'homme semblait avoir perdu connaissance devant. Alors, il n'a pas cherché à savoir plus de choses comme ça. La police est venue, a trouvé effectivement l'homme dans sa voiture avec les fenêtres fermées. Ils ont une fois de plus dû demander aux pompiers d'ouvrir la voiture, et ils ont retrouvé, comme d'habitude, hein, vous avez déjà entendu parler de ça des dizaines de fois malheureusement, des briquettes de charbon consumées dans la voiture, avec les 4 enfants décédés, qui avaient tous moins de 10 ans. C'était des enfants très très petits. La plus jeune, la petite fille, avait 1 an et demi. Voilà. Le papa avait la garde. Le papa avait la garde des enfants parce que son épouse qui avait demandé le divorce avait disparu, ne s'occupait plus des enfants, n'avait plus aucun contact avec eux. Donc c'était un père au foyer qui en plus travaillait et demandait de temps en temps à une parente de venir s'occuper. C'est quelqu'un qui n'était pas de la préfecture, donc qui n'avait pas d'attache. Il avait quand même une parente qui était pas trop loin et qui de temps en temps venait lui donner un coup de fil, lui donner un coup de fil, lui donner un coup de main. Et d'après les premiers résultats de l'enquête, il n'arrivait plus à s'en sortir, son travail ne suffisait plus, il ne recevait pas d'aide de l'État, les dossiers n'avaient pas encore été faits, comme son épouse n'était pas décédée, n'avait pas fait de lettre, il n'y avait pas eu de jugement, enfin il était dans une situation assez catastrophique et il aurait eu des grosses difficultés au point qu'on le menaçait de l'expulser de sa maison, que la banque avait bloqué ses comptes, enfin voilà. Vous savez, la dernière fois que je vous ai parlé d'une affaire aussi horrible, c'était exactement la même situation avec des enfants plus grands. Donc il y a une enquête qui va être rapidement bouclée. Une fois de plus, tant que Monsieur Kishida, et encore lui, n'aura pas décidé de faire quelque chose pour endiguer un peu la pauvreté des gens dans cette situation-là, père au foyer, mère au foyer, célibataire, pardon, il y en a de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on divorçait peu au Japon, très peu, mais on divorce de plus en plus, année après année, et pour connaître beaucoup de cas autour de moi, c'est très souvent que le parent qui s'en va, que ce soit le père ou la mère, ne donne plus jamais signe de vie pour refaire sa vie ailleurs, et que donc le parent seul doit s'occuper de tout, et souvent la société japonaise actuelle ne permet pas d'élever dignement 4 enfants, avec un seul salaire, surtout un petit salaire, je vois qu'il était employé de commerce, donc... Voilà, donc c'est malheureusement des situations que l'on voit arriver trop souvent, et qui arriveront encore, si rien n'est fait, malheureusement. Pour l'instant, rien ne semble fait. L'affaire est malheureusement classée d'elle-même, et affaire suivante. Eh bien non, voilà, je vous ai parlé de brouteur tout à l'heure, nous y revoilà, ça y est. Il s'agit cette fois-ci d'un ressortissant nigérian qui a été arrêté le 7 mars par la police métropolitaine de Tokyo pour une sombre histoire d'arnaque à la romance, bien entendu, et de trafic de stupéfiants et de substances. Et comment cela peut-il être possible de mêler arnaque à la romance et stupéfiants? Eh bien, c'est très simple. Il se trouve que dans certains pays d'Afrique de l'Ouest francophones, il y a ce qu'on appelle des brouteurs qui ciblent spécifiquement le Japon et depuis quelque temps aussi la Corée du Sud à la recherche de victimes potentielles, en l'occurrence, comme je vous en ai déjà parlé, des femmes seules de 30, 35, 36, 37 qui veulent convoler et enfanter.
et qui ne souhaitent pas chercher dans leur propre pays parce que les hommes japonais ne veulent plus se marier ni s'investir, et qui restent encore dans ce fantasme de l'homme français. Et donc les brouteurs en question venant de pays francophones se font passer pour des Français, on voit des fausses photos, etc. Ou alors jouent la carte de la diversité, tout ça, bon. Et certaines femmes se laissent avoir, se laissent prendre au piège, et commencent à discuter avec eux. Ils sont beaux parleurs, ils connaissent, ils ont leur texte, je pense, et certaines se font attraper par le cœur. Et là, en l'occurrence, monsieur Egbo Jeremia, 56 ans, a réussi à séduire, on va dire, une femme de 35 ans qui travaillait dans un centre de comment ça s'appelle, de téléconférence, là, et lui promettre le mariage, lui promettre de convoler, de la rejoindre, de se marier avec elle, etc., etc. Mais aussi lui demander de l'aider à développer son business de médicaments, parce qu'il était dans l'industrie pharmaceutique. C'était donc un franco-israélien d'après lui, et donc il y aurait des colis qui arriveraient du Moyen-Orient, mais qui partiraient à la base étant une usine de produits pharmaceutiques en Israël, et qu'il fallait qu'elle les réceptionne chez elle, et que ensuite quelqu'un viendrait les chercher, un japonais, ne se fasse pas de soucis. Et bien cette femme a reçu plusieurs colis qui contenaient l'équivalent de 350 millions de yens, ça fait quand même 2 millions d'euros, d'ecstasy, voilà. Et c'est elle, la malheureuse, qui a été arrêtée, voilà, parce que, bien quand ça s'est su, elle a bien sûr été... elle a quand même été accusée en tout premier. Elle explique bien sûr qu'elle croyait que cet homme était français, qu'elle savait pas qu'il était nigérian, qu'elle croyait qu'il travaillait dans l'industrie pharmaceutique, et qu'il arrivait justement pour se marier avec elle. Alors effectivement, vu qu'elle a aussi envoyé de l'argent pour qu'il puisse venir, parce qu'il avait des problèmes de carte bleue, comme toujours, il est arrivé à l'aéroport de Narita, où il a été interpellé, voilà, et il a été mis en examen. Il risque quand même gros, hein, parce qu'on a quand même 5,7 kilos d'ecstasy pure, qui allait donc ensuite être certainement dilué et modifié pour en faire encore plus. Enfin, en tout cas, on est sur un gros trafic. La pauvre jeune femme, elle risque quelques embêtements quand même, parce que il faut quand même être un peu innocent pour accepter ce genre de deal. Mais voilà, ça s'est fait pendant pas mal de temps. C'était à Kawasaki, donc dans la banlieue de Tokyo, et le petit trafic durait depuis mars 2022, voilà, à raison de petits colis dans des enveloppes, dans des choses comme ça, avec des emballages qui donnaient l'illusion que... elle a été étonnée de voir que les Japonais qui devaient venir chercher les colis étaient tous noirs. Et ne parlaient pas japonais, voilà, sachant qu'ils se parlaient par le truchement d'un traducteur, et visiblement, eh bien, ça a permis, les malheurs de cette pauvre femme ont permis de mettre la main sur un nouveau trafic, sur un nouveau réseau de trafic, donc organisé par des ressortissants nigérians qui habitent donc pour la plupart à Kawasaki et dans la proche banlieue de Tokyo, beaucoup à Saitama, et qui donc eux commençaient à s'occuper du trafic plus particulier de l'ecstasy. Vous avez vu que je vous en ai déjà parlé, le trafic de la cocaïne est organisé par le cartel de Sinaloa au Mexique, dont plusieurs mules ont été retrouvées mortes dans des hôtels à proximité des aéroports internationaux avec des ballons qui ont explosé dans l'estomac. Et que le trafic d'herbes Kironigo est lui organisé plutôt par des ressortissants africains aussi, mais plutôt maliens, je vous l'ai dit la dernière fois, je ne me rappelle déjà plus, enfin d'autres pays d'Afrique francophone, et qui commencent à planter dans certaines régions propices à ce genre de plantation. Mais là, d'après le rapporteur de la police métropolitaine de Tokyo, la section des armes et des stupéfiants, eh bien ce sont les Nigérians qui ont la main mise sur le trafic de substances de type ecstasy, et donc une grande enquête est en cours et quelques arrestations ont déjà eu lieu, donc je vous tiendrai au courant de la suite de
de cette affaire, et je pense que ça va bouger pas mal. J'ai déjà vu là ce matin qu'il y avait des nouvelles et qu'un plan était mis au point avec des forces mobilisées pour procéder à des interpellations et des fouilles, donc affaire à suivre.